Commencer, il est même 13h34. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce 8e webinaire. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». Je reçois en ce début de semaine Bernadette Venet, médiatrice chez Coréance. Et le sujet du jour, c'est la médiation ou comment sauver les relations d'affaires pendant et après la crise. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Je vous rappelle les deux petites informations que je viens de dire juste avant, mais si jamais vous nous rejoignez, oui, le webinaire, le support de présentation vous sera envoyé par email et le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, je me ferai l'intermédiaire de vos questions. N'hésitez pas à les poser à Bernadette directement via le chat et je lui les poserai directement à voix haute. Bernadette, c'est à toi. Merci Charlène. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de médiation. Alors je me présente très rapidement, je suis donc Bernadette Venet, je suis médiatrice. Mais avant d'être médiatrice, j'ai eu une autre vie, d'autres vies. J'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises, des TPE, des groupes industriels, et puis la CCI, où j'ai eu la chance d'intervenir pendant assez longtemps en tant que conseillère d'entreprise et responsable d'agence. La médiation est un sujet qui me tient à cœur et c'est la raison pour laquelle, lorsque mes anciens collègues de la CCI m'ont demandé d'intervenir sur ce sujet, j'ai accepté avec grand plaisir parce que pour moi, c'est un mode très intéressant et très important pour aborder des situations conflictuelles et encore plus en ce moment dans cette situation de crise complètement inédite et surréaliste que nous vivons. Alors, je vous propose un petit programme pour ces 3/4 d'heure ensemble. Après une petite introduction, je vous parlerai des outils que l'on peut avoir à notre disposition pour essayer de résoudre les conflits ou pas d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la médiation, on verra ensemble les objectifs d'une médiation, qu'est-ce que c'est que cette bête que le médiateur, et puis comment ça fonctionne, comment ça marche. Et enfin, on terminera par les interlocuteurs que vous pourriez solliciter si, à un moment ou à un autre, dans mes propos, vous avez été convaincu que la médiation pouvait être un mode intéressant pour régler des conflits, en tout cas de sortir de situations conflictuelles. Donc, pour démarrer, une présentation de petits dessins. Alors, je pense qu'un grand nombre d'entre vous les connaissent, en tout cas la figure de Boring qui est sur la gauche. Mais j'ai trouvé intéressant de partir de ça parce que, voilà, je vous présente deux dessins et j'aimerais savoir, alors ça va être difficile de me le dire comme ça de vive voix, mais qu'est-ce que vous voyez dans ces dessins? Sur le premier dessin à gauche, la figure de Boring, alors ceux qui connaissent évidemment ont la réponse, mais il n'empêche que on sait très bien que, pour ceux qui connaissent en tout cas, sur cette figure, fameuse figure de Boring, on peut voir deux choses différentes ou deux personnages différents. Certains vont voir une vieille femme avec son gros nez proéminent, son menton à galoche, dans son manteau, dans son col en fourrure. Et puis d'autres vont voir une jeune femme avec, à la place du nez de la vieille femme, ça va être le visage tourné sur l'arrière de cette jeune femme, les cils qu'on aperçoit sur son œil, le petit bout du nez tout mignon qui est derrière le gros nez de la vieille femme. Et puis, à la place du menton en galoche, en fait, c'est le cou et la gorge de cette jeune femme avec son collier qui remplace la bouche de la vieille femme et puis l'oreille de cette jeune femme à la place de l'œil de cette vieille femme. Donc voilà, sur l'autre côté, très rapidement, on peut voir d'un côté un canard avec son bec sur la gauche et puis on peut voir également un lapin, tête d'un lapin avec les oreilles à la place du bec du canard. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais c'était vraiment pour montrer que de quelque chose de très factuel, ici ce sont ces deux dessins, on peut avoir des interprétations complètement différentes et se raconter des histoires très différentes les uns les autres à partir d'un fait de démarrage concret qui est le même pour tous. Donc,
ces histoires qu'on se raconte, ben, ça peut générer des conflits, malheureusement dans tous les domaines, hein, que ce soit des conflits personnels, entre voisins, des conflits sur de la succession, des conflits de couple, des conflits de famille. Et ça, en cette période de confinement, j'ai bien peur que certaines situations soient encore plus tendues qu'en temps normal. Et puis, des conflits dans le business, hein, dans les entreprises et bien sûr à l'échelle internationale. Alors aujourd'hui, mes propos vont se porter uniquement sur les conflits au niveau des entreprises. Et on va voir un peu quelles sont les natures de conflits qu'on peut rencontrer et quelles peuvent être les conséquences de ces conflits sur les entreprises. Alors, au niveau inter-entreprise, c'est-à-dire entre deux entreprises, il y a différentes natures de conflits que vous avez sans doute peut-être expérimenté, malheureusement. Ça peut être un conflit entre un client et un fournisseur. Hein, vous refuse le règlement d'une facture parce qu'on vous dit qu'il y a un litige technique ou parce qu'on vous dit que vous n'avez pas envoyé tous les documents officiels. Il manque le bon de livraison, la commande avec le bon numéro. Ça peut être un conflit entre un cédant et un repreneur sur un prix de base qui a été fixé dans un premier temps et puis au moment de la cession de l'entreprise, ce prix est contesté et revu à la baisse par le repreneur. Ça peut être un conflit, une mésentente entre un donneur d'ordre et un sous-traitant sur, par exemple, une clause de non-concurrence qui ne serait pas respectée pour l'un et qui, au contraire, n'aurait pas été mise en question, voire qui n'existerait même pas pour l'autre. Et ces différents conflits vont avoir des incidences des impacts forts pour l'entreprise, des délais de règlement qui se prolongent et qui s'accumulent, donc ça met en péril la trésorerie de l'entreprise, des litiges techniques, soi-disant techniques, qui peuvent avoir un impact sur l'image d'une entreprise et sa notoriété dans son milieu, donc ça c'est très néfaste également. Un conflit, j'évoquais un conflit entre un cédant et un repreneur. Si c'est une petite entreprise et que l'opération de cession ne se fait pas, bah, c'est peut-être là, ça peut conduire à la mort de la petite entreprise. Voilà, donc ça, c'est des natures différentes de conflits avec des impacts qui peuvent être forts. Et puis, les conflits aussi existent à l'intérieur d'une entreprise. Ça peut être entre deux associés. Là, pareil, sur une petite entreprise, s'il y a un conflit entre deux associés, on peut imaginer que ça peut être très, très pénalisant pour la boîte, voire même l'emmener à la catastrophe. Ça peut être des différends entre un manager et son équipe, entre une direction et le reste des salariés, entre collaborateurs aussi. Et tout ça, ça va entraîner des risques de dysfonctionnement plus ou moins grave, plus ou moins fort dans l'entreprise. Un dysfonctionnement d'entreprise, s'il y a des soucis sur une chaîne de fabrication, bah, ça traite peut-être la qualité de la production qui sera mise en question. Ça peut peut-être être des équipes qui ne travaillent pas de la manière la plus performante qu'avant. Ça peut en générer aussi des départs de compétences qui étaient dans l'entreprise et qui s'en vont. Et donc, on perd ces compétences-là, on perd ce savoir-faire, on perd cette expérience. Et puis, ça peut générer, bien sûr, des prud'hommes, des transactions financières qui ont un impact sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, voilà, la nature des conflits et les conséquences sur l'entreprise peuvent être très, très forts et très significatifs. Et dans cette période de crise, donc ça c'est déjà en temps normal, mais dans cette période de crise que l'on traverse aujourd'hui complètement irréelle, ces tensions, soit entre entreprises, soit en interne, peuvent être encore augmentées terriblement et dégrader fortement la vie et le fonctionnement de l'entreprise, avec des répercussions sur une trésorerie déjà tendue. Si vous avez des refus de règlement de la part de vos clients, si vous avez une trésorerie déjà extrêmement tendue, ou en tout cas pas excessive, ça va jouer sur cette trésorerie et ça peut vraiment être très, très néfaste pour l'entreprise. Ça va fragiliser encore plus ces entreprises. On va avoir des conflits inédits qu'on n'avait pas jusque-là. Et puis, avec
également un impact de cette crise sur le fonctionnement des tribunaux qui aujourd'hui, donc quand vous avez un litige, vous pouvez solliciter vos avocats qui vont emmener votre dossier auprès d'un tribunal pour qu'il y ait un jugement. Mais là, les tribunaux sont fermés, donc tout est bloqué pour traiter ça. Et puis quand ça réouvrira, on peut bien imaginer que l'engorgement des tribunaux qui était déjà d'actualité sera encore pire à la fin de la crise. Donc, comment peut-on sortir de ces situations de crise que l'on vit déjà qu'on peut vivre en temps normal déjà et qu'on traverse de manière exacerbée en ce moment? Il y a plusieurs manières. Hein. On peut avoir la politique de l'autruche et dire je fais rien, par choix ou pas, mais voilà, le risque c'est que sur des règlements de factures qui ne sont pas réalisés, qu'on laisse traîner, où on ne fait rien, eh bien, ça va, là encore, pénaliser fortement la trésorerie. Et en ce moment, la trésorerie, peut-être pas le moment de laisser courir les choses et laisser pourrir les situations parce que la petite entreprise n'aura peut-être pas nécessairement les moyens de cumuler des situations comme celle-ci. Alors, on a une autre façon d'aborder les conflits, les litiges. C'est la procédure judiciaire, je l'ai évoqué juste avant. On saisit son avocat et puis l'avocat va monter un dossier et l'emmener, le présenter devant le juge au tribunal. On sait bien ce que ça représente, ça, déjà en temps normal. Ce sont des délais extrêmement longs. En moyenne, on va dire qu'il faut au moins 2 ans de procès pour arriver à une décision du juge. Et encore, quand je dis 2 ans, je pense que je suis assez optimiste. Et puis, ça engendre des coûts énormes d'avocats notamment, mais aussi les coûts cachés qui sont le temps que le chef d'entreprise va passer à monter son dossier, qui sont aussi tous les aléas de la décision de justice qui sera prise. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'il y aura une deuxième instance, etc. Donc voilà, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup de temps passé, beaucoup de coûts engendrés. Et puis, on a également ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution des différends, dont je vous ai cité les principaux, qui sont l'arbitrage, la conciliation, la négociation et la médiation. Alors, je fais quand même un petit aparté pour vous présenter les 3 premiers. L'arbitrage, en fait, c'est ni plus ni moins que le recours à un juge privé, l'arbitre, qui va décider comme un juge, de quelle décision, quelle est la décision qu'il va prendre pour vous et pour votre adversaire. Donc, sa sentence, c'est une sentence arbitrale qui a le même poids qu'une sentence rendue par un juge. La conciliation, alors là, ça peut être les 2 entreprises, alors je dis 2, c'est plus simple, hein, 2 entreprises qui vont essayer de concilier. Bien souvent, on prend un conciliateur qui, lui, va apporter des solutions. Donc, on n'est pas sur du juge, on n'est pas sur de l'arbitre, mais la conciliation va quand même faire qu'un tiers va amener son grain de sel pour proposer des solutions. La négociation, quand on fait intervenir quelqu'un, on va voir, chaque entreprise aura bien souvent son propre négociateur qui va négocier le bout de gras pour trouver, pour qu'on ait une transaction, pour qu'il y ait des compromis de part et d'autre. Voilà, ça c'est la négociation. Et puis, donc, nous avons la médiation. Et là, je viens un peu sur le vif du sujet. La médiation, qu'est-ce que c'est? Je vous ai proposé une définition qui est la définition donnée par l'ordonnance 2011 qui transposait la directive européenne de 2008 pour la médiation et qui indique que la médiation, c'est un processus structuré par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, qui est le médiateur, ce tiers étant choisi par elle, donc par les parties, ou étant désigné, mais avec leur accord, par le juge saisi. On va revenir un petit peu sur ces différents termes au fil de ma présentation. Donc, quels sont les objectifs de la médiation? C'est avant tout de créer ou de recréer du lien et de restaurer la confiance
entre les acteurs pour trouver ensemble des solutions et faire perdurer des relations d'affaires et de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que l'objectif de la médiation, c'est vraiment de mettre l'humain au centre du processus. On n'est pas comme dans une procédure judiciaire où là, on a la loi, un juge qui tranche et qui dit c'est comme ci et pas comme ça. Là, ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'on est sur l'humain. Et le médiateur, que je vais définir après, présenter après, c'est vraiment un professionnel de cette relation et de l'humain. Donc, ce qui est important aussi dans les objectifs que je viens d'énoncer, donc restaurer la confiance entre les acteurs pour trouver ensemble une solution. Et on l'a déjà également un peu dans la définition, un accord, tente de parvenir à un accord ensemble, c'est-à-dire que ce qui est très important au niveau d'une médiation, ce qu'on met vraiment en jeu dans une médiation, c'est à la fois l'autonomie, la responsabilité et la volonté des parties. Les parties seront là parce qu'elles ont la volonté d'être là et qu'elles seront responsables de ce qui se passe dans ce temps et dans cet espace de médiation. Mais la médiation ne va pas se dérouler juste avec les personnes en conflit. Pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait un médiateur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, un médiateur? Un médiateur, je viens de le dire un petit peu, c'est un professionnel de la relation et de la connexion. Il va être là pour travailler avec les personnes et il va créer un espace d'écoute, d'expression dans un cadre qu'il va sécuriser, un cadre de confiance pour que les personnes présentes en médiation soient capables de dire des choses très importantes pour elles, à la fois leur vécu, leurs émotions, leurs besoins derrière les émotions et quelles sont leurs demandes par rapport à ces besoins. Mais pour que ce soit possible, il faut vraiment qu'il y ait cet espace créé où les gens se sentent en confiance. Et quand on a face à soi quelqu'un avec qui on est en conflit, ben, c'est pas évident d'avoir la capacité et à la fois de s'exprimer en confiance et la capacité de l'écouter pour essayer de comprendre ce qui se passe pour lui. Donc le professionnel, c'est son job d'arriver à créer cet espace-là. Donc quelque part, c'est un facilitateur, un animateur au service de la connexion. Et pour ça, il va dérouler un certain nombre de choses qui sont notamment le fait que, je commence par le dernier, la confidentialité, pour que les gens soient en confiance et puissent exprimer des choses qui sont parfois très intimes, y compris dans le domaine de l'entreprise. Il faut que les choses restent confidentielles. Tout ce qui va être dit, montré pendant le temps de la médiation restera dans le temps et dans l'espace de la médiation. Ça sera confidentiel et ça ne sortira pas de ce temps-là et de cet espace-là. Ça, c'est très, très important pour créer cette confiance. Ensuite, le médiateur, on a dit, c'est un tiers. C'est un tiers qui est indépendant. Donc, il n'a pas il est complètement indépendant à la fois de ce qui se passe à l'extérieur de la médiation et à l'intérieur de la médiation. Il n'a pas de lien de dépendance par rapport aux personnes, y compris quand il intervient sur de la médiation interne. On peut dire, mais l'indépendance, c'est quand même le dirigeant d'entreprise qui va payer le médiateur pour qu'il fasse une médiation avec les collaborateurs. Eh bien, le médiateur va garder toute la confidentialité sur ce qui se dit et ce qui est dit par les collaborateurs et il ne répétera pas, y compris à la personne qui va le payer. Donc ça, c'est très important. Le médiateur est un tiers impartial. Il ne décide pas, il ne va pas chercher à savoir qui a tort et qui a raison. Il va être là il va être là pour l'un et pour l'autre. Dans la médiation, on est dans le « et », pas dans le « ou ». Chacun a son histoire, chacun a raison à sa manière. Le médiateur, lui, il va être là pour l'un et pour l'autre. Ensuite, c'est un tiers neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt, pas d'objectif par rapport à cette médiation et il s'engage à ne pas faire interférer ses propres idées, ses propres convictions, sa propre religion. Voilà, il va être neutre à la fois par rapport à la situation et par rapport aux personnes. Et puis,
il est compétent. Alors, il est compétent, ça veut dire qu'il a suivi une formation. Aujourd'hui, la loi ne prévoit pas ce que doit être cette formation. Pour ma part, j'ai plus de 400 heures de formation pour être médiatrice et on se forme en permanence. Voilà, donc j'espère que cette présentation rapidement des objectifs et du médiateur est claire. Ce que je peux juste ajouter sur le métier du médiateur, c'est qu'en fait, c'est un petit peu un professionnel entre guillemets tout terrain, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux situations, il s'adapte aux personnes et c'est pas l'inverse. Voilà. Alors, j'ai dû aller plus, voilà, un peu trop vite. Donc, comment ça marche maintenant? Généralement, on est contacté par une personne qui souhaite mettre en place une médiation, proposer une médiation à un client, un fournisseur. Donc, on a un premier contact téléphonique rapide pour comprendre la situation, voir si la médiation est pertinente dans ce cas-là, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, si la personne qui nous a sollicité continue à trouver son idée intéressante, on va généralement avoir un contact également téléphonique avec l'autre personne, l'autre entreprise. Tout ça pour valider la pertinence de la médiation et l'état d'esprit de chaque personne. Ensuite, on a un entretien individuel avec chacune des personnes en visuel, en face à face. Là encore, là déjà, tout est confidentiel, bien évidemment. Et ce premier entretien, entre 1h30, 2 heures, permet de répondre aux questions que peuvent avoir les personnes sur la médiation. Et puis, ils vont permettre aux personnes aussi de commencer à exprimer un peu leur vécu dans la situation qui les amène sur cette médiation. Exprimer ce qui est important pour elles, ce qui sera important pour elles à dire à l'autre personne, quels sont leurs besoins prioritaires dans cette situation et quelles pourraient être leurs demandes par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, demande à l'autre personne. Et à l'issue de cet entretien individuel, on va valider à nouveau que la personne est d'accord pour poursuivre la médiation et le médiateur va également valider que toutes les conditions sont réunies pour que la médiation puisse avoir lieu. Ça, c'est toujours important. Donc, la volonté, la responsabilité dont je parlais tout à l'heure, elle est tout au fil de la médiation et donc, y compris lors de ces entretiens individuels. À l'issue de ces entretiens individuels, une fois qu'on a bien validé la suite de la médiation, à ce moment-là, on aura une rencontre plénière où le médiateur réunira l'ensemble des parties, au conflit. Cette réunion plénière va durer entre 2 heures, 4 heures, bon, pas trop plus parce que c'est quand même assez engageant à tous les points de vue. Pendant cette réunion plénière, le médiateur va redonner les règles de fonctionnement, d'équité de temps de parole, de respect de parole, de non-violence pendant ces temps-là, d'écoute, de volonté de trouver, d'avancer ensemble et pour arriver à des solutions, de volonté de s'écouter. Donc, cette réunion plénière pourra amener peut-être à un accord. Si ce n'est pas encore suffisamment mûr, on pourra décider d'avoir une deuxième, voire une troisième réunion plénière. Il est quand même assez rare qu'on ait beaucoup plus que ça de réunions plénières. Et parfois, dans certaines situations, une seule réunion plénière suffit. Pour exemple, je peux vous citer une médiation dans laquelle je suis intervenue il y a quelque temps entre un cédant et un repreneur. On a réalisé les 2 entretiens individuels le matin, l'un à la suite de l'autre. Et l'après-midi, nous avons fait la réunion plénière. Et à l'issue de la réunion plénière, on a eu un accord. Donc voilà, en une journée, on a réglé un conflit qui durait depuis des mois et des mois. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous ai affiché le schéma de la route Futiac qui a décrit ce processus-là. Le processus de la médiation en 5 étapes. Alors, certains disent 4, d'autres 5. Bon, c'est pas si important que ça, mais c'est important de voir comment on aborde les choses. Donc, la première étape, on est sur le quoi. C'est un petit peu l'histoire d'origine, l'objet du conflit, l'objet de la médiation. Voilà, ce qui a commencé à être indiqué pendant l'entretien individuel, là, on va prendre plus de temps.
pour que chacun s'exprime et explique à l'autre ce qui a démarré, comment ça a démarré et comment ça se passe pour lui. C'est quelque part un peu l'accord sur le désaccord aussi sur cette étape-là. La deuxième étape, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui était important pour chacun? Là, on est un peu sur l'histoire que chacun se raconte. Si on se réfère au schéma de Boring tout à l'heure, la vieille femme et la femme âgée, c'est un peu ça, hein, l'histoire de chacun. Ces deux premières phases prennent le plus de temps, c'est ce qui prend le plus de temps dans la médiation. On passe beaucoup de temps à ça et c'est vraiment indispensable parce que c'est comme ça que les gens peuvent commencer à mettre aussi un peu à être dans l'empathie, à comprendre ce que l'autre vit et comment il a vécu, reçu les choses. Et c'est parce que dans cette période-là, on passe aussi beaucoup de temps sur les émotions que chacun ressente. Alors, c'est pas facile, hein, mais ces émotions ont une vraie importance parce que derrière ces émotions, il y a des besoins. Et c'est parce que ces besoins auront été exprimés, auront été clarifiés et que chacun aura pu exprimer les siens et entendre ceux de l'autre, qu'on pourra arriver à la troisième phase qui est hyper importante. C'est une phase de bascule quelque part, ce que moi j'appelle avec d'autres la reconnaissance mutuelle des besoins, où chacun va reconnaître le besoin de l'autre ou les besoins de l'autre. Et c'est très important. Et c'est à partir de cette phase-là où on va pouvoir commencer à travailler sur les pistes de solutions. On va commencer à déployer de la créativité, de l'inventivité pour commencer à voir quelles pourraient être les solutions à apporter aux problèmes qui ont généré ce conflit. Donc là, c'est la phase du « et si », hein, qu'est-ce qui sera acceptable, avant une fois que toutes les solutions ont été abordées, se concentrer sur les solutions concrètes, réalistes, réalisables, négociables, qui vont pouvoir répondre aux besoins de l'un et de l'autre, des uns et des autres. Mais ce sont bien les personnes que j'appelle moi les médiés ou les médians, qui construisent elles-mêmes leurs solutions. Le médiateur, il l'a que comme facilitateur, animateur. Il va pouvoir aider un peu à canaliser tout ça, à organiser tout ça, mais les solutions, elles viennent des personnes elles-mêmes. Donc voilà le cycle de la médiation tout au long des entretiens et des réunions plénières. Alors, qui sont les acteurs dans cette médiation? Bien sûr, le médiateur, hein, qui est gardien du processus, les parties au conflit que moi j'appelle plutôt médians parce que je trouve que c'est plus actif, certains d'autres les appellent les médiés. Ça peut être aussi les conseils de chacune des personnes en entreprise sur un conflit. Bien souvent, l'entreprise, les personnes, si on a un conflit entre un client et un fournisseur, souvent, le chef d'entreprise va être accompagné de son avocat. Et c'est important que l'avocat soit présent à la médiation. C'est un partenaire de ce processus parce que lui est là, il est en retrait, l'avocat, c'est vraiment son rôle d'être aux côtés de son client, et c'est vraiment le client qui est acteur. L'avocat, lui, il est en retrait, en soutien de son client et pour s'assurer que les intérêts de son client sont bien préservés, et il va pouvoir également participer à la phase de solution pour voir si c'est réaliste, si c'est réalisable. On va sur des phases très concrètes parce que quand on est dans la phase de solution, on va sur des choses très concrètes. Ensuite, il peut y avoir le juge qui intervient comme acteur à un moment de la médiation, notamment en cas de médiation judiciaire, je vais y revenir juste après. Et puis éventuellement, dans certains cas, des experts, hein, ça peut être un assureur, ça peut être un architecte, peu importe, ou un chef d'atelier, parce que quand on va être dans la phase de création de recherche de solution, peut-être, il y aura besoin qu'on ait voilà, quelqu'un qui sera capable de dire oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible, voilà. Ou à d'autres moments de la médiation. Voilà. Donc ça peut être un acteur également. Comment ça... Donc, dans le fonctionnement de la médiation, on vient de le voir. Là, je voulais juste insister sur certaines caractéristiques, même si j'en ai déjà bien parlé. Comme je vous l'ai dit, l'humain est au centre de ce processus. Et donc, la liberté de chacun est très importante. C'est-à-dire liberté d'être là ou pas là, liberté d'arrêter, de mettre fin à la médiation à un moment, ou liberté de continuer. Ça, c'est vraiment tout le temps, la liberté doit être présente dans la médiation. La responsabilité, chacun est responsable de ce qui se passe dans la médiation,
Les médians sont responsables des solutions qui sont construites ensemble. Ils sont responsables de l'application des solutions ensuite. La confidentialité, on en a parlé, hein, c'est vraiment un socle, une pierre angulaire de la médiation. Et puis, un autre aspect que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est le fait que la médiation préserve le futur. À la fin de la médiation, quand les personnes ont trouvé une solution ensemble, peut-être qu'elles ne seront plus les meilleures amies du monde. Et ce n'est pas ce qu'on recherche, ce n'est pas l'intention de la médiation. Mais en tout cas, comme elles auront vraiment travaillé ensemble, elles auront mis des choses sur le tapis, elles se seront écoutées, elles se seront entendues, elles ont pu s'expliquer, elles auront pu peut-être comprendre, enfin elles auront pu comprendre la position de l'autre et ensuite trouver des solutions ensemble, eh bien elles pourront continuer leur relation dans le futur. C'est-à-dire un client avec qui vous êtes en conflit et vous trouvez une solution pour qu'il y ait un échelonnement peut-être de l'impayé important et voilà, ça, vous avez trouvé une solution là-dessus, et bien ce client, vous pourrez continuer à travailler ensemble après. Alors peut-être que dans les solutions, il y aura aussi un mode de règlement qui aura été mis en place différent de ce qui existait avant, mais n'empêche que vous pourrez continuer à travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai pour toutes les natures de conflits faisant l'objet de médiation. Et le cadre, là, c'est juste pour synthétiser ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Donc, des entretiens séparés, des réunions plénières, une ou plusieurs. Un règlement de médiation, ça, je ne l'ai pas évoqué. C'est-à-dire quand on démarre une médiation, les engagements, je les ai évoqués. Et ils font l'objet d'une convention d'entrée en médiation que l'on signe. Alors, moi, je l'ai fait signer quand on démarre la réunion plénière. Je l'envoie avant pour que j'en puisse la lire, en prendre connaissance. Et on la signe tous ensemble en démarrant la réunion plénière pour que chacun ait vraiment en tête les engagements auxquels sur lesquels il est d'accord. Un lieu neutre, c'est-à-dire qu'une médiation entre entreprises, on ne fera pas la médiation dans l'une des entreprises. Il faut que ça soit neutre. Un temps défini, je l'ai dit, voilà, entre les entretiens individuels, là où les réunions plénières, grosso modo, c'est en moyenne 3 mois de délai, parfois beaucoup moins. La médiation dont je parlais, que je prenais en exemple tout à l'heure, c'était sur une journée. Et puis, la déontologie, donc ça, je l'ai évoqué. Et toutes ces caractéristiques, ce cadre, c'est vraiment important quand on est sur une médiation en temps normal. Mais dans cette période-là, où vraiment les conflits peuvent être encore plus exacerbés, c'est intéressant de connaître ce dispositif de médiation. Alors, maintenant qu'on a compris ce que c'était et comment ça fonctionnait, mais comment est-ce qu'on arrive à une médiation? Comment est-ce qu'on peut proposer une médiation? Alors, on a deux types d'origine de médiation, la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle, c'est à la demande d'une des parties. Ben voilà, vous êtes là aujourd'hui, vous avez, je sais pas, vous êtes commerçant et vous avez des loyers qui sont à payer et ça pose problème. Votre bailleur veut rien entendre. Vous pouvez peut-être lui proposer, si vraiment c'est trop difficile, peut-être lui proposer une médiation pour trouver. Voilà, donc vous lui proposez spontanément ou c'est lui qui va vous proposer une médiation. Ça peut être à la demande ça peut être les avocats qui proposent ça. De plus en plus, les avocats doivent proposer à leurs clients des modes alternatifs de résolution de différends. Et donc, voilà, ils peuvent vous proposer une médiation avant d'entamer une démarche beaucoup plus dure. Et puis, il existe aussi les clauses de médiation dans les contrats. C'est-à-dire que dans vos contrats, quand vous signez des contrats avec vos partenaires, vos clients, vos sous-traitants, bien souvent, vous avez une clause de litige qui définit quel sera le TGI compétent en cas de litige. Eh bien, dans cette clause-là, au lieu de désigner un tribunal, vous pouvez désigner, en tout cas décider qu'il y aurait recours à une médiation en temps de conflit. Et dans cette clause de médiation, vous pouvez même définir qui vous solliciterez. Alors, je vous ai mis en exemple dans la marge un exemple de clause de médiation, c'est la clause que moi je mets dans mes contrats. Alors, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. J'ai indiqué le CIMA, on va y revenir après. Donc, je dis qu'en cas de conflit, on décidera une médiation et on saisira le CIMA. J'y reviendrai après. Voilà.
Sinon, vous avez l'autre origine qui est la médiation judiciaire. Et là, c'est le juge qui est saisi du dossier, qui décide qu'avant de trancher le dossier, en tout cas avant d'examiner le dossier, ben, il demande à ce que les parties envisagent une solution amiable. Et donc, le juge peut désigner un médiateur ou un centre de médiation. Alors, comme on l'a vu dans la définition tout à l'heure, peut-être que vous en souvenez, je disais que la médiation, elle se fait avec un tiers, le médiateur, choisi par les parties ou par le juge avec l'accord des parties. Donc, si le juge dit « moi, je ne saisirai votre dossier qu'après que vous ayez tenté une médiation », il faut quand même que les avocats proposent cette solution à leurs clients et que les clients soient d'accord. Si les clients ne sont pas d'accord, eh ben, le juge traitera le dossier. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça biaise un petit peu le processus, c'est que l'avocat, même s'il n'est pas chaud du tout pour une médiation pour X raisons, il aura quand même tendance à entraîner, en tout cas encourager son client à accepter, parce que l'avocat peut imaginer que s'il refuse la médiation sur ce dossier-là, lorsqu'il apportera un nouveau dossier auprès du même juge, voilà, le dossier sera peut-être vu avec un œil pas trop favorable. Donc, ça peut biaiser un petit peu la partie liberté que j'évoquais tout à l'heure. Mais bon, n'empêche que, voilà, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médiation judiciaire, puisque, on le sait, hein, les tribunaux déjà en temps normal sont bien engorgés, donc voilà, ils sont amenés à orienter sur la médiation ou la conciliation des négociations. Alors, peut-être, Bernadette, j'en profite, du coup, vu que tu l'évoques. J'ai la question de Damien qui nous demande quelles sont les différences majeures entre la médiation et la conciliation. Ah bah alors, en fait, on s'était entraîné. C'est Damien, c'est ça? Oui. C'était Damien? Bon, ça l'a entraîné avec Damien. Voilà, ça arrive. Alors, pile poil. Je vous ai proposé ici un comparatif un peu entre la médiation et les autres modes de règlement des litiges. Sur le schéma de gauche, qui représente un iceberg, je vous ai présenté les différents modes de résolution de différends, avec sur la partie apparente de l'iceberg, ce qui se règle au niveau des tribunaux par le juge. Donc, sur la partie droite, ce sont les tiers. Sur la partie gauche du schéma, c'est plutôt la nature de ce qui est traité. C'est-à-dire que au tribunal, on va traiter le litige, hein, ce qui va être examiné par la loi. Voilà, il y a tant de milliers d'euros, tel litige technique, la loi dit ça, etc. En fait, on est plus sur des stratégies là, de la part des parties. Et puis en dessous, bah, on va vraiment être sur le conflit et plutôt sur les besoins. On est sur l'humain là. On est vraiment sur l'humain quand on descend. Et plus on descend, et plus on est sur l'humain. Et donc, j'ai mis en haut le juge qui va traiter du litige technique, financier, et en bas le médiateur. Et puis, au milieu de ce schéma sur l'iceberg lui-même, j'ai mis en inversement proportionnel, d'une part, l'autorité du tiers, et d'autre part, l'autonomie et la responsabilité des parties. Et on voit que quand on est tout en haut, l'autorité du tiers, elle est totale. Par contre, l'autonomie et la responsabilité des parties, très faible, voire inexistante. C'est-à-dire que le juge, il décide que c'est ça la solution et sa solution, c'est celle-ci et puis plus personne ne peut contester. Par contre, dans la création de cette solution et dans ce qui se passe, l'autonomie et la responsabilité des parties, elle est inexistante. À l'inverse, quand on descend tout en bas au niveau de la médiation, le tiers, c'est le médiateur. La seule autorité du médiateur, c'est de faire respecter le cadre de la médiation. Par contre, l'autonomie et la responsabilité des parties, des médiants, elle est totale. C'est eux qui vont construire les solutions, c'est eux qui vont décider s'ils continuent la médiation, c'est eux qui… Voilà. Donc, en intermédiaire entre le juge et le médiateur, on a l'arbitre. Comme j'ai dit, c'est un juge privé, donc l'autorité de l'arbitre est quand même assez forte. On descend, le conciliateur, il apporte des solutions, le négociateur, il négocie pour ses clients. Donc l'autorité du tiers diminue au fur et à mesure qu'on descend vers la médiation pour, à l'inverse, augmenter l'autonomie et la responsabilité des parties. Et c'est ce qui fait que quand on est tout en haut au niveau du juge, ben, les décisions qui ne sont pas celles
des parties, elles sont imposées, et bien souvent, ça part en deuxième instance, voire en troisième, et puis après, il y a de la difficulté à faire appliquer les décisions des juges, on le sait tous. Et à l'inverse, au niveau de la médiation, en tout cas sur les médiations conventionnelles, on a entre 70 et 80% de taux de réussite, et puis les décisions, les solutions qui sont construites entre les médiants, elles sont appliquées dans la plupart des cas, parce que c'est vraiment l'autonomie, la responsabilité des parties qui était au cœur du truc. Donc j'espère que j'aurai répondu à Damien pour montrer la nuance et la différence entre ces différents modes de règlement, et notamment avec un jugement. Voilà. Est-ce que Damien t'a répondu si c'était bon pour lui? Non, toujours pas, mais bon. Alors, en tout cas, les avantages de la médiation, plus globalement, c'est bon. La confidentialité, ça on l'a bien évoqué, parce que ce qu'il faut savoir aussi, que je n'ai pas dit, c'est que dans un jugement, enfin dans un procès, il n'y a pas de confidentialité. Tout est public. Les décisions sont publiques, et alors qu'en médiation, tout est confidentiel. Donc ça, c'est vachement important de le savoir. Et puis, la médiation alternative au conflit tranché par le tribunal, ça, d'accord. Taux de réussite, je l'ai évoqué. Et dans cette période de crise du coronavirus, il y a une chose qui est encore plus importante que d'habitude, à mon sens, c'est que on est par rapport à un procès, par exemple, on va vraiment être sur du gain de temps, du gain d'argent et le maintien des relations à long terme. Ça, c'est très important, me semble-t-il, dans cette situation où les entreprises, elles n'auront pas de trésorerie à gaspiller pour des procès et qui sans fin, qu'aujourd'hui, elles ont un problème de loyer, elles ont un problème de factures pas réglées, elles ont un problème. C'est maintenant que ça doit se régler, ce ne sera pas dans 1 an et demi, parce que la trésor, si elle n'est pas préservée aujourd'hui, dans 1 an et demi, ce sera trop tard, parce que peut-être que le commerçant, il ne sera plus là, ou le micro-entrepreneur ne sera plus là, ou la TPE ou la PME. Et puis, maintien des relations, c'est quand même vachement plus facile de continuer à bosser avec les clients avec lesquels on bosse depuis déjà 6 mois, 1 an, 10 ans, que de rompre toute relation avec ces clients-là, et puis de refaire tout son commercial, sa prospection pour aller chercher des nouveaux clients, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps pour faire ça. Là, on va être dans l'urgence. Donc voilà, ça me paraît être des choses extrêmement importantes, déjà en temps normal, mais à plus forte raison en ce moment. La maîtrise du processus, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, un point que j'ai juste évoqué très rapidement tout à l'heure, mais c'est qu'en termes de conflit en interne, un employeur qui prévoit le recours à la médiation en cas de conflit répond à ses obligations de prévention des risques psychosociaux. Donc ça, c'est important à avoir en tête également. Voilà. Alors, juste avant de terminer, quand même un petit focus sur quels peuvent être vos interlocuteurs, hein, si vous décidez de recourir à une médiation, à des médiateurs. Bien sûr, vous avez les médiateurs, tous les médiateurs indépendants. Maintenant, on est quand même un certain nombre. Vous pouvez les trouver par le bouche à oreille, c'est peut-être pas mal, par Internet, enfin, vos avocats, par exemple. Et puis, vous avez des organismes fédérateurs. D'ailleurs, les médiateurs indépendants, certains sont affiliés à des organismes fédérateurs. Je vous ai parlé du CIMA très rapidement, qui est le Centre interprofessionnel de la médiation et de l'arbitrage, dont je suis membre moi-même. Cet organisme a été créé il y a, je crois, une bonne dizaine d'années, voire plus, hein, par le barreau de Lyon, le Conseil des notaires, l'Ordre régional des experts comptables et la Chambre régionale des huissiers de justice. Et parmi ses membres, enfin fait partie du bureau du conseil d'administration également la CCR, la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Et le CIMA est référencé par le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel. C'est d'ailleurs par ces intermédiaires que nous arrivent les médiations judiciaires. Et puis d'autres organismes, hein, la CNPM, l'Association nationale des médiateurs, le réseau des médiateurs d'entreprise, voilà, puis d'autres également. Mais dans cette période de crise du coronavirus, il y a 3 dispositifs dont je voulais parler. Alors d'habitude, j'en parle pas parce que bon, c'est pas trop dans mon intérêt, mais là, c'est vraiment important de le savoir. Le premier dispositif, c'est le médiateur des entreprises.
Alors, c'est un dispositif qui existe, c'est pas nouveau du tout, là, non, ça existe depuis 10 ans, hein, ça a été mis en place depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est intégré au dispositif de soutien mis en place par le gouvernement. Et donc, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises si vous avez un différend avec une autre entreprise pour des problèmes de délai de règlement. Enfin, bref, on est vraiment sur des litiges interentreprises. Je vous ai mis le lien sur leur site. Donc, vous saisissez le médiateur des entreprises par ce lien-là. Vous vous présentez à l'entreprise, vous expliquez la nature de votre conflit. Votre message sera examiné, je crois, par un juriste dans un premier temps qui va regarder rapidement s'il y a besoin de vous appeler ou pas. Pour info, ils sont très réactifs parce que moi, en préparant ma présentation, je les ai contactés, je leur ai envoyé un message il y a une dizaine de jours. Dans le quart d'heure, le juriste m'appelait pour échanger avec moi, donc super réactif. Et puis, en fonction de votre région, il va vous orienter sur un médiateur de la directe. Et voilà, votre conflit sera traité au niveau régional, enfin, local en tout cas. Voilà, c'est un dispositif gratuit, mais ça ne traite pas par contre des conflits intra-entreprises. Ensuite, vous avez le médiateur du crédit. Gratuit également, pareil, ça c'est pas nouveau comme dispositif, ça a été mis en place en 2008 au moment de la crise financière. Le médiateur du crédit peut être saisi, donc ils sont rattachés, le médiateur du crédit rattaché à la Banque de France. Il est saisi pour des questions de refus de prise en charge de crédit, de crédit de trésorerie, rééchelonnement de dette, etc., en temps normal, hein, refus par votre banque ou un organisme de crédit. Et là, vous pouvez le saisir si votre banque vous refuse l'attribution du prêt du PGE qui a été mis en place pour vous aider dans cette période. Alors, vendredi dernier, il y avait un webinaire sur les problèmes sur la trésorerie. Il y avait la Banque de France, justement, donc ils ont évoqué ce dispositif-là. Et puis, dernier dispositif dont je voulais parler, qui est gratuit également, mais là, uniquement pendant la période de la crise. C'est une plateforme qui a été mise en place il y a déjà un certain temps par les huissiers de justice, puisqu'ils font aussi également, certains sont médiateurs. Donc, vous avez leur adresse, l'adresse du site où les contacter. Et là, par contre, ça peut être, ce dispositif peut être saisi pour les professionnels, mais également pour les particuliers. Voilà. Eh bien, j'ai terminé ma présentation. Juste pour conclure, moi, j'ai envie de vous dire, déjà en temps normal, ne laissez pas s'enquister des situations de conflit. N'attendez pas d'arriver à un point de non-retour. Essayez de sortir de cette situation le mieux possible dans du gagnant-gagnant. Et la médiation vraiment est un dispositif, un processus qui est vraiment fait pour ça. Et puis dans cette période de crise, encore plus, quoi. Vraiment, c'est hyper important. N'allez pas générer des frais supplémentaires, en rajouter des délais sur des choses. Là, on est dans l'urgence, il faut y aller, quoi. Donc voilà. Et surtout, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous et puis gardez courage, voilà. Si j'ai pas répondu à beaucoup de questions, juste une. Si vous avez des questions, vous aurez mes coordonnées et n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Merci Charlène, merci à tous. Très bien, merci beaucoup Bernadette. Très intéressant, merci. Pour ma part, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. En effet, nous n'avons pas eu trop de questions. Je regarde une dernière fois le chat pour voir si de nouvelles questions arrivent. A priori, non. Merci pour cette belle présentation, nous dit Victor. Merci, merci à tous. Je vais reprendre la main 2 petites minutes pour vous donner quelques informations. Hop. Alors, simplement pour vous annoncer, déjà pour vous remercier, en effet, pour Bernadette, surtout pour ta participation et pour ton temps. Je vous demanderai encore 2 petites minutes d'attention. Tout d'abord, pour prendre le temps, c'est très important pour nous de répondre aux 2 petites questions, aux 4 petites questions du questionnaire d'évaluation qui s'ouvrira directement quand je vais fermer le webinaire.
J'en profite également pour vous donner rendez-vous cette semaine. Je vous donne rendez-vous déjà demain, mercredi 15 avril, toujours à la même heure. Je serai avec le cabinet Lefebvre, avec un avocat pour vous parler des enjeux fiscaux de la crise sanitaire. Je vous donne rendez-vous ensuite jeudi, toujours à 13h30, pardon. Je serai avec Pierre Bon pour parler de LinkedIn, comment LinkedIn vous aide à booster votre leadership commercial. Et puis mardi prochain, on parlera de la mise à jour de votre document unique dans le cadre de cette crise Covid-19. Voilà, merci à tous. Merci Bernadette. Je ne te vois plus à l'écran, mais je pense que tu es encore là. Merci à tous. Excellent après-midi et puis à demain pour tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.